avoir des symptômes racinaires et aériens sur cette maladie. Donc, sur la partie racinaire, ça va se présenter sous forme d'hypertrophie racinaire de Gall. Donc, ces hypertrophies vont avoir un impact sur l'alimentation hydrique du coup du colza, et on va pouvoir avoir jusqu'à 100% de perte de rendement. Et au niveau aérien, on va avoir des flétrissements de plantes apparents. Donc, en sortie hiver, ça peut mener complètement à des absences de plantes quand on a des attaques précoces. C'est souvent en foyer aussi au niveau des parcelles. Autre point, il est important de ne pas confondre la hernie avec le charançon gallicole, les dégâts de charançon gallicole. Donc la hernie, lorsqu'on est en présence de hernie, on va avoir une excroissance qui va être blanchâtre à l'intérieur et pleine. On ne va pas avoir de pivots ou de racines qui vont se détacher. Dans le cas du charançon gallicole, par contre, si on tranche l'excroissance, on va avoir des galeries qui sont provoquées par les larves de l'insecte. Et on a bien dans ce cas de figure un pivot qui est présent. Donc, il faut aussi noter que le charançon gallicole, il est présent aussi très localement, plutôt en région centre et Poitou-Charentes. Sur ces zones-là, il est fréquent, mais peu nuisible. Et ailleurs, il est très peu fréquent. Donc, c'est vrai que si vous êtes en dehors de ces zones, il y a peu de risques que vous soyez en présence de charançon gallicole aussi. Donc, en termes de cycle de développement, donc il faut savoir que la hernie, les spores de hernie ont besoin d'eau libre pour rejoindre les poils absorbants. Donc, c'est des petits spores biflagellés, comme on peut voir sur le petit dessin en haut. Du coup, les spores vont se diriger vers un poil absorbant, le coloniser, s'y développer. Et ensuite, il peut y avoir éventuellement une potentielle infestation secondaire et réinfester à nouveau le sol avant que... et ensuite, la maladie va se développer dans le reste de la racine. Donc, il faut savoir que la hernie, c'est une maladie qui potentiellement peut aller sur l'ensemble des crucifères. Donc, sur la diapo suivante, vous avez les différentes espèces qui sont concernées. Et en termes de présence, il faut aussi noter que au niveau mondial, il y a un grand nombre de pays qui sont touchés. Et en France, les premiers foyers de hernie sur colza, ils ont été détectés dans les années 80. Donc la maladie, elle s'est ensuite étendue essentiellement vers des régions fortement productrices de colza, notamment les régions Centre, Bourgogne, Lorraine, Poitou-Charentes. Et puis aussi les zones de production de crucifères légumières comme la Bretagne. Donc aujourd'hui, elle continue de se développer et elle est apparue récemment aussi sur de nouvelles zones, par exemple en Île-de-France, dans les Yvelines et en Normandie. Donc à noter aussi qu'on a une enquête en ligne qui existe sur la hernie, qui nous permet, lorsque vous localisez une parcelle, de la renseigner. Donc l'enquête est assez rapide. Il y a des questions notamment sur le type de sol, la fréquence de retour des cultures. Et l'idée, du coup, c'est de pouvoir localiser au mieux les nouvelles parcelles. Et ces informations nous permettent aussi d'apporter des éléments pour les travaux de recherche qui peuvent être en cours sur la hernie en interne, notamment sur toutes les questions variétales qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, en termes de moyens de lutte, si vous avez le moindre doute, il y a la possibilité de dépister la présence ou non de hernie sur une parcelle. En fonction du temps dont vous disposez, si vous avez besoin d'une réponse rapide, il y a des méthodes moléculaires qui sont possibles via le laboratoire éventuellement de Perinovia. Et si vous avez un peu plus de temps, si vous avez 6 à 8 semaines devant vous, vous pouvez mettre en place un test du chou chinois. Donc, dans ce cas de figure, il suffit de prélever en fait de la terre dans la parcelle infestée en plusieurs endroits, et puis de semer, de faire une dizaine de petits pots, de positionner 4 à 5 graines par pot et de chou chinois, et puis de voir après 6 à 8 semaines de croissance s'il y a ou non la présence de Gall sur les racines. Donc c'est une méthode assez simple à mettre en œuvre. C'est plus la question du timing éventuellement qui permet de se décider sur l'une ou l'autre des méthodes. Donc en cas de doute, une fois que la parcelle est caractérisée et qu'on sait oui ou non s'il y a une présence de hernie, il faut dans la mesure du possible favoriser le drainage du sol pour éviter les excès d'eau. Comme je disais tout à l'heure, les spores, ils ont besoin d'eau pour se diffuser dans le sol.
Alors, il faut éviter à tout prix aussi le transport de sol, d'équipements ou de végétaux entre une parcelle infestée et les autres. L'eau d'irrigation, elle aussi, peut contaminer. Et les fumiers, puisque la hernie peut résister au tractus digestif de l'animal. Et donc, si on a des animaux qui vont être nourris avec des déchets de légumes infectés, on a un risque du coup que le fumier soit une source de contamination pour les parcelles. Donc, en termes toujours de moyens de lutte, plutôt sur les pratiques culturales. Donc, il faut idéalement allonger la rotation et éviter les cultures hautes du coup de la hernie, à la fois dans les cultures principales et aussi dans les intercultures. Il y a aussi le besoin de soigner le désherbage, notamment sur toute la famille, bien sûr, des crucifères, et puis les repousses de colza aussi qui peuvent servir de réservoir d'inoculum. Donc, en termes de pratiques culturelles conseillées, il faut bien nettoyer aussi les équipements contaminés, notamment quand on passe d'une parcelle à une autre. Donc là, on voit par exemple sur le petit graphe en bas à gauche, nous avons l'entrée de la parcelle et on voit qu'il y a une dissémination à l'entrée de la parcelle qui est un petit peu plus importante. Donc là, toujours sur les pratiques culturelles conseillées, le chaulage de la parcelle est une méthode aussi si le pH de la parcelle est inférieur à 6. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas une méthode curative, mais c'est bien une gestion à la rotation. Et donc sur le petit graphique de gauche, là, vous avez le pH du sol. Donc plus ça va tendre vers le vert, jaune, rouge, plus ça veut dire que notre sol est acide. Et à droite, vous avez du coup l'indice pathologique. Et on voit que de la même façon, l'indice pathologique est supérieur sur les zones où on a le pH le plus acide. Donc sur le graphe complètement de droite, on voit aussi que l'indice pathologique il va diminuer au fil du temps lorsqu'on a une application de chaud. Donc ça, c'est un exemple en serre. Donc le fait d'associer le chaulage et les leviers à la fois chaulage et rotation, ça permet aussi d'augmenter ses chances. Donc là, on peut voir que par rapport au petit tableau en bas, c'est que moins le colza va être fréquent dans la rotation, plus on peut se permettre en fait d'implanter du colza sur sol acide sans augmenter finalement le risque d'infestation. Donc en termes de pratiques culturelles, il existe aussi d'autres leviers, notamment dans la littérature. On va parler d'espèces hôtes, donc comme le poireau, le seigle d'hiver, l'avoine, le raiggras ou le raiggras anglais. Et donc, c'est des espèces qui vont pouvoir faire s'exprimer le pathogène, mais qui ne vont pas le développer. En fait, ils vont stimuler davantage la germination de spores de hernie. Donc, à savoir quand même que dans la littérature, ça reste une méthode qui est montrée comme peu efficace actuellement. Il y a aussi toutes les questions de nutrition, fertilisation. Donc, il y a différents éléments qui ont été testés avec des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs selon les éléments, et puis des résultats qui sont aujourd'hui assez discordants dans la littérature. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de réelles consignes techniques là-dessus, en tout cas pour l'instant. Donc, il y a d'autres pratiques culturelles aussi qui peuvent être retrouvées dans la littérature, essentiellement ailleurs dans le monde. Donc, elles sont listées ici, mais il faut savoir que c'est des choses qui ne sont pas utilisées en France contre la hernie pour différentes raisons, soit parce que c'est pas autorisé ou homologué en France, soit parce que c'est pas efficace, soit parce qu'il n'y a pas de possibilité de commercialisation. On vous les a quand même mentionnées pour que vous les ayez en tête. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais laisser la main à Christophe sur la partie génétique. Bonjour à tous. Donc, pour faire suite à la partie de Ségolène sur les moyens agronomiques pour lutter contre l'hernie des crucifères, on a aussi on a justement l'utilisation de variétés résistantes qui est un des moyens, on va dire, les plus efficaces aujourd'hui pour lutter contre cet agent pathogène, hein, comme on le voit ici sur cette photo. Donc avec à gauche, vous avez donc une variété résistante qui est la variété Mendel,
hein, qui a longtemps été la seule variété utilisée contre la hernie donc en France. Et puis à droite, vous avez donc une variété de colza qui, elle, est sensible à la hernie. Et donc, dans ce champ infesté, on voit clairement la différence et on voit clairement l'intérêt justement d'utiliser le levier génétique contre la hernie. Donc, pour utiliser ce levier, il est important déjà de connaître les deux protagonistes. D'un côté, on voit qu'on va avoir, le colza, pour lequel on va avoir des résistances dites qualitatives. Alors souvent, c'est des résistances plutôt à déterminisme assez simple, c'est-à-dire on fait intervenir un, voire quelques gènes qui sont impliqués très fortement pour contrôler de manière efficace l'agent pathogène. Donc, on a plutôt des variétés soit sensibles ou soit résistantes. Et on peut avoir également des résistances dites quantitatives. C'est des résistances où en fait on va faire appel, il va y avoir en fait plein de gènes qui vont avoir des effets plutôt mineurs en fait vis-à-vis de la hernie des crucifères. Et on a plutôt du coup des résistances plutôt partielles, donc avec des gravités qui sont plus ou moins importantes selon les gènes qui seront présents dans la variété. On considère également que globalement, ce type de résistance souvent est assez intéressant en termes de durabilité, puisque souvent l'agent pathogène va avoir plus de mal à contourner en fait un grand nombre de gènes plutôt qu'un seul gène. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Plasmodium brassicae, donc on a l'hernie. Et au sein de cette hernie, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs niveaux de virulence. Plusieurs niveaux de virulence, plusieurs niveaux d'agressivité au sein de la hernie, et que l'on peut caractériser en fait en utilisant ce qu'on appelle un set différentiel. Donc en fait, ce set, c'est en fait, ça va être composé en fait de différents génotypes de colza. Donc CD6, CD10 et Brutor. Et chacun va avoir une composition en gènes qui va différer. Et lorsqu'on va confronter en fait une population de hernie avec ce set d'autres différentiels, on voit que finalement les génotypes de colza ne vont pas répondre de la même manière. Certains, donc ici avec un plus, vont développer d'égal, et ceux qui ont un moins, c'est qui n'ont pas de symptômes. Et donc, selon la composition en gènes et selon la réponse que l'on va avoir, on va pouvoir du coup en fait scinder ce qu'on appelle en plusieurs pathotypes la hernie en fonction de la réponse de ces deux différentiels. Donc, on voit que en fait ici dans l'exemple montré, qu'on peut avoir 8 pathotypes de P1 à P8. Il faut savoir que cette nomenclature est très fortement liée également au set d'autres différentiels utilisés. En fait, dans la littérature, il y a plusieurs types de set d'autres différentiels. Ici, c'est le set de Sommet, publié en 96, et que l'on va utiliser, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on voit que dans ce set, on a 3 génotypes qui permettent de discriminer justement les différents pathotypes de hernie, auxquels on ajoute aussi un témoin sensible qui est non présenté ici, qui est le chou chinois. Plus récemment, donc, on a introduit dans ce set de différentiels le génotype Mendel, qui en fait, qui permettent en fait de scinder qui permettent de scinder en deux les différents pathotypes de hernie, puisque en fait, selon qu'on a présence ou pas en fait de Gall sur le génotype de Mendel, on va pouvoir effectivement distinguer en deux possibilités du coup les pathotypes. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors pourquoi on a rajouté Mendel dans ce set de différentiels? Puisque pendant longtemps, en fait, Mendel, c'était la seule variété qui était proposée sur le marché français. Et on a voulu savoir justement s'il y avait ou pas contournement de la résistance. Et on a trouvé du coup intéressant de pouvoir l'intégrer dans ce set de différentiels de Sommet. Au final, selon les gènes qu'on a en présence dans le colza et puis les pathotypes en présence, on peut voir soit des colzas qui vont être sensibles, soit des colzas à résistance partielle ou à résistance quasi totale, qui peuvent être contrôlés par un ou plusieurs gènes avec des effets qui sont majeurs, mineurs, avec des effets de dominance et de récessivité, et qui peuvent être spécifiques ou non donc aux différents pathotypes que l'on a mentionnés tout à l'heure. Si on veut maintenant réaliser un conseil variétal, faut avant tout mieux connaître la hernie sur le territoire français. Et c'est ce que nous avons fait en fait dans un précédent projet CASDAR. Donc c'est un projet pour lequel peut-être certains peuvent connaître, dont l'ensemble des travaux sont disponibles dans la publication de Orge Réal en 2016. On vous remettra les références en fin de PPT. Et dans cette carte, en fait, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a caractérisé environ 70 parcelles entre 2010 et 2013, et on peut voir qu'on a affaire du coup à différents pathotypes
donc soit P1, P2, P3, etc. Et à chaque fois, lorsqu'il y a une petite étoile, c'est parce que ce patotype arrive à contourner la résistance de Mendel. Alors là, ça fait un peu brouillon, mais si on regarde et on essaye un petit peu de séparer ça et de scinder ça en plusieurs régions, ce que l'on peut voir, c'est que globalement, on observe que c'est surtout les patotypes 1 et 2 qui sont identifiés. Hein. On n'a pas forcément la même chose selon les régions, avec toujours des patotypes 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 qui sont identifiés. Et on voit que certains patotypes arrivent à contourner la résistance de Mendel. Ce qu'on va retenir de cette étude entre 2010 et 2013, c'est qu'on voit qu'on a du coup six patotypes en utilisant le set de Sommet-et-Al, avec en majorité P1, P2 et puis P3, qui représentent quand même plus de 90% des échantillons, et qu'on a également certains patotypes qui sont capables de contourner la résistance de Mendel, notamment P1, P2 et P3. Donc là, la nomenclature, en fait, elle a changé. Excusez-moi. Donc, avec la petite étoile, hein, c'est quand un patotype arrive à contourner la résistance de Mendel. Ce qu'on a également vu, c'est qu'on a vu qu'on avait une variabilité interparcellaire, puisque d'une parcelle à une autre, on n'a pas forcément les mêmes patotypes. Ça, on l'a clairement vu tout à l'heure sur la carte de France. Mais on a également une variabilité intraparcellaire, c'est-à-dire qu'au sein d'une même parcelle, on peut avoir du coup plusieurs patotypes, ce qui peut rendre compliqué d'une part la caractérisation au champ, et puis aussi en même temps, ça va rendre assez compliqué aussi la préconisation variétale. Alors, tous ces résultats qu'on avait obtenus en termes de caractérisation de patotypes sur le territoire français, ça reste quand même à nuancer, puisqu'on voit qu'il y a certaines régions quand même qui sont sous-représentées. Par exemple, la Bretagne, hein, qui est bien connue pour avoir pas mal de hernies hein, sur son sol. On n'avait pas forcément énormément d'échantillons. Et puis également, il faut savoir que dans cette étude, on avait également favorisé certains échantillonnages, notamment les cas de contournement potentiel de la variété Mendel. On avait voulu notamment privilégier également ces échantillons pour justement vérifier ou pas s'il y avait ou pas un contournement de cette résistance. Pour montrer que ces résultats sont bien nuancés, c'est que d'autres études, notamment avec le même set, ont montré par exemple qu'en Bretagne, on pouvait avoir ici, vous voyez, le patotype P4, alors que nous, dans la nôtre, en fait, on n'a pas identifié de P4 en Bretagne. Au niveau variétal, un des points importants également de cette étude, c'est que pour la préconisation variétale, c'est qu'on montre quand même qu'on a vu qu'on avait une hétérogénéité, notamment entre parcelles, plutôt qu'entre secteurs géographiques. C'est-à-dire qu'au sein d'un secteur géographique, on n'arrive pas à regrouper et à voir quels sont les patotypes majoritaires, ce qui fait que lorsqu'on va faire une préconisation variétale, il faut le faire à minima, donc à l'échelle de la parcelle. Alors là, on a vu côté hernie. Maintenant, on va regarder côté colza ce qui se passe un peu plus près. En termes de sources de résistance, il faut savoir que souvent elles sont complexes. Donc chez Brassicanaphus, donc chez colza, il y a de nombreux gènes, souvent à effet partiel, qui sont impliqués dans la résistance. Donc là, par exemple, à droite, les petits bâtons en vert, ça correspond au chromosome de colza, sur lequel on a représenté par les petits rectangles de couleur, en fait, les différentes régions qui étaient impliquées dans la résistance à la hernie vis-à-vis de différents patotypes. Et vous voyez quand même qu'on a pas mal de petits carrés de couleurs, donc pas mal de gènes, ce qui va compliquer énormément du coup ensuite la sélection pour créer ensuite de nouvelles variétés de colza. Alors la chance que l'on a, c'est qu'il faut savoir qu'on a aussi des sources de résistance chez le chou, Brassica oleracea, qui ont déjà été identifiées, mais également chez la navette, Brassica rapa. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que effectivement, ces deux espèces en fait sont des progéniteurs du colza et qui peuvent être utilisés notamment pour essayer d'introduire des nouveaux gènes de résistance chez le colza. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, chez le colza, on a quand même des sources de résistance qui sont assez complexes hein, à appréhender et qui va rendre difficile du coup la création de nouvelles variétés, donc à bon comportement vis-à-vis de la hernie. Donc, pour montrer que c'est complexe et que c'est long, ça c'est pas toujours le lendemain. Donc, on va prendre par exemple ici la variété Mendel, hein, qui est la variété un petit peu de référence au niveau historique, en tout cas en France. Et ben, cette variété, en fait, à la base, il faut savoir qu'elle est issue, donc les croisements ont commencé en 87, et qu'elles sont issues d'un croisement entre le chou et puis la navette. Et donc, au terme d'un schéma de sélection dont on va pas détailler, mais qui a duré, comme on dit, près de 13 ans jusqu'à la commercialisation, donc 13 ans, ça fait long, et ben on a vu que ça prenait quand même pas mal de temps. Donc, ça ne se fait pas quand même du jour au lendemain.
Cette variété-là, il faut savoir que c'est une variété qui était résistante aux différents pathotypes de sommet et albes, et comme on a vu dans la précédente étude, on a vu qu'il y avait un contournement de la résistance qui avait été confirmé entre 2012 et puis entre 2010 et 2012. Donc, ce qui veut dire que ce qui serait intéressant, du coup, c'est essayer de varier les sources de résistance et avoir des variétés avec des gènes de résistance qui soient différents de Mendel pour justement essayer de pallier aux problèmes qu'on peut rencontrer sur certaines parcelles françaises. Donc, il y a des travaux qui sont en cours du côté des sélectionneurs. On peut citer notamment les travaux entre le JE Colza avec l'INRAE, notamment donc Heureux, avec le soutien de la filière colza, qui travaille justement, qui essaye d'explorer un petit peu la diversité chez les progéniteurs du colza pour identifier justement des nouvelles sources et à terme justement pouvoir créer de nouvelles variétés de colza qui soient adaptées aux conditions françaises et notamment aux différents pathotypes que l'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, si pendant longtemps, Mendel, c'était la seule variété qui a été longtemps utilisée, donc à partir de 2010 environ, on a commencé à avoir de plus en plus de variétés à bon comportement vis-à-vis de la hernie qui ont commencé à être inscrites au CTPS. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Et donc, il y avait une volonté alors dans ce cas pour essayer de valoriser le progrès génétique. Un progrès génétique qu'on a souhaité du coup, que le CTPS a souhaité du coup valoriser en créant donc un label de résistance à la hernie. Donc c'est un label qui s'obtient en fait à la demande de l'obtenteur. Et dans ce cas, la variété elle est testée en conditions contrôlées vis-à-vis de 4 pathotypes. P1 et P1 étoile, donc des étoiles, hein, c'est celles qui contournent la résistance de Mendel, P2 étoile et puis P3 et qui sont considérés comme du coup les 4 pathotypes les plus majoritaires sur le territoire français. Donc c'est un test qui est disponible depuis 2014, hein, au moment de l'inscription des variétés au CTPS. Et puis il faut savoir que généralement, généralement donc ces variétés, si elles sont développées en France et celles qui n'ont pas le label et qui disent résistantes quand même à l'hernie, il faut savoir que Terre Innové puis les différents acteurs, hein, vite autour au niveau du monde agricole évaluent quand même ces variétés pour confirmer justement leur comportement donc au champ. Ici, dans cette slide, je vous ai extrait en fait à travers l'outil MyVar hein, qui est disponible sur Terra Innovia, un panorama en fait des variétés dites à bon comportement à bon comportement vis-à-vis des hernies. Donc vous voyez que tout en haut, on a Mendel hein, qui a été inscrite en 2000. Et puis à partir de 2010, bon, il y a eu d'autres variétés hein, qui n'ont pas forcément été développées en France, hein, que je ne vous ai pas présenté ici, mais véritablement à partir de 2010, on a commencé à avoir de plus en plus effectivement de variétés nouvelles variétés qui ont pu être inscrites et qui ont pu prendre le relais justement de Mendel. Donc vous voyez avec plus en plus d'inscriptions, mais pas forcément non plus de développement en France hein, pour différentes raisons. Il faut savoir aussi que l'un des défauts de Mendel, hein, qui a souvent été utilisé, c'était son potentiel de rendement, qui était souvent en fait inférieur aux autres variétés sensibles. Donc les variétés suivantes sont parfois juste une amélioration de Mendel en termes de rendement, mais avec la même source de résistance. Donc du coup, c'est moins intéressant, notamment pour les agriculteurs qui se retrouvent avec des pathotypes qui contournaient cette source de résistance. On n'a pas forcément d'informations officielles hein, sur l'originalité des sources de résistance des différentes variétés. Et là où on va espérer à essayer de voir des différences, c'est lorsqu'on va évaluer les variétés aux différents pathotypes, puisque si on a des sources de résistance, de sources de résistance différentes, on peut supposer que ces variétés vont réagir différemment aux différents pathotypes. Il faut bien garder en tête que si pour les nouvelles inscriptions, si elles sont toutes sur le modèle Mendel, alors il faut savoir qu'il n'y aura pas forcément d'évolution à attendre non plus en termes de préconisation variétale. Là, j'ai voulu vous illustrer un petit peu des résultats qu'on avait menés donc au champ, donc avec certains partenaires, ici la Chambre d'agriculture de Vienne. C'est donc un essai qui a été mené en champ donc en 2017, où on a un témoin sensible donc à gauche, et puis ensuite on a un panel de variétés de colza dites sensibles. Vous voyez qu'entre entre les deux situations, vous voyez que dans le cas du témoin sensible, on a eu pas mal de pertes de pieds dues à la hernie, et on a nettement moins effectivement dans les cas de variétés dites à bon comportement. Alors, on ne regarde pas forcément que le visuel hein, externe lorsqu'on évalue ces variétés. On regarde également ce qui se passe en fait lorsqu'on arrache ce qui se passe au niveau souterrain. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on va arracher les plantes.
Ensuite, on va classer les pieds de colza en fonction de la présence plus ou moins importante de Galles sur le système racinaire. On va les classer en différentes catégories et on va construire en fait un indice maladie qui va de 0 à 100. Et lorsqu'on est inférieur à 25, alors la variété va être résistante. Et lorsqu'elle est supérieure à 25, elle est considérée comme sensible. Vous voyez ici que pour le témoin sensible d'Ectorstorm, il a un indice de 45. On considère donc qu'il est sensible, alors que pour toutes les autres, on a un indice maladie inférieur à 10. Et donc, ce qui montre que, que ces variétés-là sont plutôt résistantes vis-à-vis du pathotype majoritaire qui était présent sur la parcelle. Là, ici, je vous ai indiqué le rendement de ces différentes variétés sur cette parcelle et on peut voir ici nettement l'intérêt d'utiliser donc une variété à bon comportement par rapport à une variété sensible. Vous voyez ici la perte de rendement flagrant donc, entre ces variétés à bon comportement et puis DK-Exterm qui était une variété sensible et qui était assez touchée face à la hernie. Alors, si on regarde des résultats qui sont plus récents, donc c'est des résultats qui ont été donc acquis dans le projet CASDER Optiplasme qui est actuellement en cours. Dans ce graphique, donc il faut le lire de cette manière. Hein, donc en bas, vous avez différents génotypes de colza. En ordonnée, vous avez du coup un indice maladie qui va de 0 à 100. Hein, plus vous montez en haut, plus vous êtes sensible. À gauche, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est que dans ce champ, on a introduit du coup en fait le pseudo différentiel de Soméal avec le génotype Mendel. Et l'on peut voir que tous les génotypes sont sensibles, hormis Mendel, donc ce qui montre qu'on a affaire au pathotype P1. Et dans cette parcelle, donc, on a également mis du coup un panel de variétés dites à bon comportement et des variétés normalement sensibles. Les variétés dites sensibles, c'est DK-Exterm et Pamela. Et on voit que toutes les variétés ont montré un bon comportement vis-à-vis de P1, hormis, comme ce qui était attendu, DK-Exterm et Pamela qui se sont révélés sensibles. Alors après, quelque chose qui nous intéressait, bien sûr, c'était finalement, c'est que est-ce que finalement j'ai des sources de résistance qui sont diversifiées. Donc, dans ce tableau synthétique, en fait, j'ai essayé de retrouver, en fait, parmi les variétés commercialisées, ou en tout cas qui ont été inscrites, j'ai essayé de retrouver le comportement de ces différents génotypes de colza par rapport aux différents pathotypes. Quand c'est un R, c'est résistant. Quand c'est un S, c'est sensible vis-à-vis de 4 pathotypes. Et on voit donc, hein, finalement, on a très peu de différence entre la variété. Donc, ce qu'on a envie de dire au premier coup d'œil, bah, on se dit, bah, finalement, c'est sûrement les mêmes sources de résistance. C'est possible. Néanmoins, il faut savoir que des gènes de résistance différents peuvent quand même aboutir au même résultat. C'est-à-dire ils peuvent quand même être résistants et exprimer finalement le même comportement vis-à-vis des hernies, même avec des gènes de résistance différents. Donc, on ne peut pas non plus répondre à cette question sur ce simple constat, est-ce que ou pas, ce sont les mêmes sources de résistance, les mêmes gènes de résistance. En plus, on ne connaît pas non plus le comportement de ces génotypes par rapport aux autres pathotypes. On peut très bien avoir des comportements qui sont très différents par rapport aux pathotypes ici, comme P4, P5, P6, et ainsi de suite. En tout cas, il faut savoir, c'est avec ce type de résultat que l'on a, et en termes finalement de cette expression, de ce niveau de résistance qui sont très similaires entre les variétés, c'est que globalement, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est utiliser un minimum au moins une variété à bon comportement. Par contre, après, il faut aller dans son champ, il faut aller voir ce qui se passe. Et que si dans le passé, effectivement, on a eu des cas de contournement potentiel ou avéré avec Mendel, c'est possible qu'on ait des présences du pathotype P1 étoile. Donc là, ça vaut le coup éventuellement de caractériser ce qu'on a sur sa parcelle. Il y a le GVS qui réalise effectivement des prestations pour caractériser les pathotypes sur sa parcelle. Et si on a des pathotypes comme P1 étoile, effectivement, c'est un pathotype qui est considéré comme très agressif. Et aujourd'hui, on n'a aucune variété qui se préconisait pour justement donc faire face à ce type de pathotype. Aujourd'hui, on continue à essayer de mieux valoriser donc le progrès génétique. Ça se fait à travers le projet donc Optiplasme, donc qui est un projet qui est coordonné par le GVS avec pour partenaire Therinovia et puis l'INRAE. C'est un projet qui se termine en 2021. Et dans ce projet, en fait, on a 3 actions. La première, c'est qu'en fait, dans le cas des tests réalisés par le GVS en conditions contrôlées, hein, pour ce fameux label de résistance à l'hernie, en fait, souvent les GAL qui sont utilisés, ce sont des GAL avec potentiellement plusieurs pathotypes de hernie. Donc souvent, s'il peut y avoir des problèmes, effectivement, lorsqu'il va y avoir des tests qui sont réalisés, on peut avoir des difficultés à avoir quelque chose d'assez robuste d'un essai à un autre. Donc il y a une volonté, en fait, d'essayer d'améliorer ce test, et notamment en essayant de développer des isolats monospores
qui seront donc génétiquement homogènes et puis stables dans le temps. Donc, ça permettra ensuite d'avoir des résultats plus rapides sur le comportement justement des variétés. Et après, il y a autre chose effectivement qui nous intéresse et qui nous a été posée, mais finalement, les tests que vous réalisez en conditions contrôlées, est-ce qu'il y a bien une réalité par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Donc, il y a ce volet-là qui a été du coup intégré dans ce projet, à évaluer la capacité du test à prédire ce qu'on observe réellement sur le terrain. Et puis aussi quelque chose qui nous tient aussi un petit peu à cœur et qu'on commence à peine à appréhender, c'est qu'aujourd'hui, la classification des variétés de colza, elle est souvent binaire. Ça veut dire soit je suis sensible, soit je suis résistant, hein, selon que je suis supérieur ou inférieur à 25%. Mais finalement, on valorise pas toute la diversité de réponses qu'il peut y avoir dans des colzas ayant un indice maladie entre 25 et 100%, alors que peut-être dans certaines situations faiblement infestées, peut-être qu'un colza entre 25 et 40% peut-être serait largement suffisant. Donc, il y a une action qui est dédiée justement pour essayer d'investir justement la capacité de ce test en conditions contrôlées pour voir si on peut essayer de mieux valoriser la résistance partielle et donc le progrès génétique. Alors, j'ai fini pour la partie génétique. Alors, je n'ai pas forcément fait de slide là-dessus, mais il faut savoir que la génétique en elle-même, c'est quelque chose, mais que dans la littérature, on s'aperçoit et les travaux que finalement, il y a de plus en plus d'interactions, les interactions qui se passent entre le génotype et puis toute la partie agronomie. Et il y a des travaux notamment qui ont été réalisés notamment par l'INRA justement d'Ureux et qui montrent que finalement, selon les niveaux de fertilisation azotés, eh ben, on peut avoir certains génotypes de colza qui peuvent répondre différemment selon le niveau de fertilisation. Donc, il y a encore beaucoup de choses à comprendre et qui permettra à terme de mieux réaliser, de mieux préconiser aussi le choix variétal en fonction des pratiques culturelles. En tout cas, pour cette partie, j'en ai fini. Puis je vais laisser la main du coup à Ségolène qui va conclure du coup sur cette présentation. Alors du coup, là, l'idée, c'est juste de refaire un petit point synthétique sur tout ce qui a été dit au cours de la présentation. Donc, à noter que le choix variétal est d'une variété résistante, c'est un des premiers leviers à actionner. Que si jamais on est sur une variété résistante, mais qu'on sait qu'il y a déjà eu éventuellement de la hernie sur la parcelle en question, il faut bien être attentif au fait qu'il n'y ait pas de contournement, notamment si on est dans le cadre d'une rotation courte. Et après, il y a les leviers, il y a d'autres leviers, à la fois de prévention et de bonnes pratiques agronomiques qu'il faut mettre en place aussi en parallèle pour avoir un maximum de chances de s'en sortir avec la hernie. Donc, notamment si on est sur sol acide, hydromorphe et dans une région qui est connue pour avoir une présence importante de hernie. Donc, en termes de prévention, il ne faut pas hésiter à dépister, donc soit avec le test au champ, soit en passant par une analyse moléculaire s'il y a présence ou non de hernie. Éviter du coup de disséminer aussi la maladie d'une parcelle à une autre, que ce soit par l'eau, le fumier, etc. Favoriser au maximum le drainage de la parcelle. Et toujours dans la suite sur tout ce qui est bonne pratique agronomique, allonger dans la mesure du possible les rotations, éviter aussi de mettre des crucifères, que ce soit en interculture ou un trop gros retour, un retour trop important à la fois dans les intercultures et dans les cultures principales de crucifères. Et puis, dans la mesure du possible, essayer de détruire les repousses, notamment d'adventices crucifères. Le chaulage aussi est une solution et bien nettoyer les équipements du coup quand on passe d'une parcelle à une autre si on a un risque de contamination. Donc là, on vous a remis un petit peu le lien vers l'enquête hernie des crucifères dont on a parlé, qui nous permet de localiser du coup les parcelles. Et puis la publication dont a parlé Christophe sur le CASDAR. Et donc, on est disponible si vous avez des questions. Donc, merci Christophe et Ségolène. Donc, pour le moment, nous avons eu 2 questions. Donc, n'hésitez pas, personnes qui sont présentes à en poser pendant qu'on répond aux 2 premières. Le colza est-il plus sensible à certains stades de développement vis-à-vis de la hernie? Tu réponds Ségolène, ou tu veux que je réponde? Vas-y, si tu as peut-être plus d'éléments de réponse que moi. Là où ça va être assez sensible, c'est finalement, ça va être
ça va être durant l'automne essentiellement, où le colza va être assez sensible, dans le sens où en fait on va avoir des conditions qui vont être assez optimales en fait pour que la hernie puisse contaminer le colza et puis ensuite se développer. En particulier si c'est un semis qui est assez précoce et qu'il y a l'eau qui tombe au bon moment, notamment s'il y a des orages. Donc c'est vrai que au début de l'automne, ça peut être des conditions qui sont assez favorables souvent pour le développement de la hernie. Pour les hernies, ce qui est intéressant, ça va être une température qui tourne autour de 20-25 et puis surtout une humidité du sol qui soit très importante. Ok. Deuxième question. Tu as plus ou moins donné quelques éléments, mais je pense que tu peux retrouver les éléments. Attendez, tu peux répondre de façon plus concentrée. Comment faire pour déterminer le pathotype sur une parcelle? Est-ce qu'on peut donner des adresses de laboratoire? Est-ce qu'on a un coût Oui, d'analyse je peux. et un délai? Alors nous du coup à Terre Renouvelée, du coup on le fait pas. On a eu plusieurs effectivement demandes pour savoir effectivement comment on pouvait caractériser les pathotypes. Et donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que on renvoie du coup les demandes du coup au GBS qui réalise les prestations. Je n'ai pas le coût en tête malheureusement, et je n'ai pas non plus le délai. Mais par contre, on va pouvoir vous renvoyer tout ça tout à l'heure je vais vous renvoyer le document de prestation et puis également vous trouverez le coût. Et après, en termes de délai, je pense qu'il faut négocier après avec le, avec le SGBS, en sachant qu'ils font pas de miracle, dans la mesure que si vous prenez des échantillons de sol, il faut bien garder en mémoire que si vous prenez des échantillons de sol, pour caractériser les hernies, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord réaliser un test chou chinois, qui va permettre du coup de capturer en fait les spores de hernie sur le chou chinois. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir allez, 6 à 8 semaines de culture pour avoir des gales de hernie. Et à partir de là, une fois qu'on a fait ça, ensuite les gales sont utilisées, sont broyées. On va ensuite recontaminer du coup le C2 différentiel composé de différents génotypes de colza. Et là, ensuite, il faut attendre entre 6 et 8 semaines ensuite pour avoir le résultat. Donc, mis bout à bout, ça prend un certain délai forcément. Est-ce qu'il y a une période plus propice à faire les prélèvements? C'est à l'automne pour envoyer en analyse? Alors, non, il n'y a pas Peu forcément importe dans peu la, importe, peu importe dans oui. la période de l'année. Ouais, il Peu n'y a pas importe. forcément de méthode, ou il n'y a pas forcément de, il n'y a pas forcément, non, il n'y a pas, non. Ok. Question suivante. Et après, ce que vous a dit Où en Ségolène est-on tout sur à, le... ce que vous a dit Ségolène tout à l'heure, c'est intéressant lorsque vous avez des gros doutes, c'est que souvent, si on s'aperçoit qu'effectivement, ça peut être une contamination via les équipements, souvent, effectivement, la contamination, elle va se voir en fait dès le début de l'entrée de la parcelle, sur les premières dizaines de mètres. Donc, ça peut être toujours intéressant de prélever, notamment à l'entrée de la parcelle où le matériel agricole passe, pour essayer de capturer effectivement des échantillons de sol avec de la hernie, puisque souvent la hernie, comme c'est par foyer, donc si on ne sait rien de la parcelle, c'est vrai qu'on peut potentiellement piocher à côté et tomber à côté d'un foyer. Merci pour ces précisions. Question suivante. Où en est-on sur l'harmonisation de la classification des isolats de la hernie au niveau européen? Je n'ai pas cette réponse du tout, malheureusement. Je n'ai pas du tout. Okay. Donc, à la rigueur, on renverra peut-être une réponse a posteriori. Ouais, je peux demander. Voilà. Là, il y a des personnes comme notamment l'INRAE qui travaillent du coup sur la hernie, qui peut-être auront plus de renseignements et du coup, je peux poser la question et, euh, et voir si je peux avoir une réponse. Et si on n'a pas de réponse, en tous les cas, on D'accord. fera une réponse en disant qu'on n'a pas la réponse. OK. Quelle est la viabilité des spores dans le sol une fois germés? Y a-t-il une efficacité si on installait des cultures pièges? Alors, donc apparemment, effectivement, c'est censé mourir assez rapidement. Le souci que l'on a des fois avec les cultures pièges, et c'est pour ça que les repousses de colza, on le demande de pas forcément de favoriser forcément les repousses de colza.
c'est que qu'en fait, enfin, la hernie, elle a tendance, elle peut germer en fait avec certains hôtes. Apparemment, dans la littérature, ça montre qu'avec certains hôtes, ça arrive, ça a tendance à stimuler un peu la germination. Mais la hernie, ça arrive aussi très bien à germer et, sans hôte. Nous, on le voit très bien au laboratoire. On broie nos galles, on broie nos galles on broie nos galles. On observe à la loupe et là, on voit tout petit spore biflagellé là qui nage dans l'eau. Donc, elles n'ont pas forcément besoin de colza pour pouvoir germer. Et ce qu'il y a, c'est effectivement, lorsqu'on fait des repousses de colza, on pourrait se dire, bon, bah, je mets mes repousses de colza, puis je les détruis ensuite. Le souci, c'est que avec des repousses de colza, la hernie, potentiellement, elle va avoir le temps de se développer dans les racines. Et même si on détruit du coup le colza, bah, la hernie aura potentiellement eu le temps de se développer dans les racines, donc on aura quand même augmenté le stock grainé. Le stock grainé, excusez-moi, le stock d'inoculum. Donc c'est vrai que mettre des cultures de ce genre, comme la moutarde ou autre, et ensuite les détruire, c'est pas quelque chose qu'on recommande. Très bien. Question suivante. En pratique, on voit en zone potentiellement sensible des mélanges variétés hernie et classiques. Quelle est la position de Terrenovia et y a-t-il une préconisation par rapport à ça? Alors, sur notre site internet, en termes de préconisation, c'est vrai effectivement qu'on préconisait à un moment donné certains de faire des mélanges. Et notamment, au départ, des mélanges étaient réalisés, c'est parce que les variétés, on va dire, à bon comportement, souvent avaient un potentiel de rendement qui était moindre. Donc, en fait, il y avait des mélanges qui étaient réalisés pour essayer de compenser effectivement cette perte de rendement. Aujourd'hui, ça l'est, je pense, un peu moins. On pourra me confirmer, Arnaud, dans la mesure où les nouvelles variétés de colza, elles ont un meilleur rendement que celles qu'on avait il y a 10 ans par rapport à Mendel. Après, effectivement, moi, je trouve, on peut y avoir un intérêt, effectivement, de mélanger des variétés sensibles avec des variétés à bon comportement. Donc, ça n'a pas été démontré, même si, effectivement, on retrouve dans la littérature d'un point de vue, on va dire, conceptuel, dans la mesure où souvent on se dit que si on a un mélange, en fait, on peut avoir en fait une pression de sélection sur les patotypes qui va être moins important. Et le fait d'avoir une pression de sélection moins importante fait qu'on va potentiellement en fait réduire le risque effectivement de voir apparaître euh, des patotypes qui vont contourner effectivement la résistance. La contrepartie, c'est que on multiplie quand même à minima l'inoculum en utilisant des variétés sensibles, même si elles sont en mélange effectivement avec des variétés à bon comportement. Donc ça fait partie des possibilités effectivement de réaliser des mélanges. D'ailleurs, dans une slide que je vous ai montré tout à l'heure, là en 2017, il y avait eu un mélange qui était réalisé. Il faudrait que je regarde d'ailleurs si c'était un mélange avec une variété sensible pour voir effectivement puisqu'on avait on avait quand même un rendement qui était assez proche de ce qu'on observait chez une variété à bon comportement toute seule. Très bien. Où trouvons-nous l'information sur les variétés qui ont obtenu le label hernie lors de l'inscription? Est-ce que cette information est sur MyBar ou on la trouve ailleurs? Je vais laisser Arnaud répondre à la question. Arnaud, tu veux bien ouvrir ton micro? Si jamais Arnaud n'est pas là, il y a en effet une liste de variétés conseillées en cas de hernie sur MyVar, qui se trouve assez facilement. Et Arnaud est là. Je regardais en même temps, je regardais en même temps, donc en même temps sur nos brochures, effectivement. Alors, lorsqu'on a dit, on n'a dit pas forcément qu'il y a un label de résistance vis-à-vis des hernies, mais par contre, ce que l'on a dit qu'effectivement, c'est le comportement des variétés vis-à-vis des différents, de certains pathotypes. Parfois, on indique effectivement qu'elle présente une résistance ou une tolérance vis-à-vis de certains pathotypes. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, généralement, ce sont des variétés qui ont obtenu, en fait, qui ont pu être testées avec le CTPS vis-à-vis des pathotypes en conditions contrôlées. Et donc, elles ont sûrement obtenu donc, ce label de résistance, au moins vis-à-vis de ces pathotypes-là. Et donc, l'information est du coup normalement présente aussi sur MyVar. Oui, je pense. Avez-vous une idée
de la potentielle représentativité d'isolats monospores par rapport aux populations. La stratégie sera-t-elle d'utiliser des isolats ou des mélanges d'isolats? Ah, Ah oui, très bonne. C'est la dernière, mais elle est bonne. Bah oui, c'est la meilleure. Non, je ne sais pas la meilleure, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est des questions qu'on a de se poser dans le cadre du projet Optiplasme. Effectivement, il va y avoir les isolats et après, on va se poser la question de savoir effectivement, est-ce qu'effectivement, il va y avoir intérêt de voir. Parce que finalement, on peut avoir plusieurs isolats monospores P1, prenons l'exemple de P1. Donc, au sein de P1, on peut avoir plusieurs isolats P1, mais peut-être que ça vaut le coup de faire plusieurs P1 qui soient différents, mais qui donnent la même réponse. Enfin, il y a plusieurs possibilités. On n'a pas encore tranché. Pour l'instant, le GVS développe les isolats monospores. C'est un travail qui est très long, qui est fastidieux. Et pour l'avoir en plus en quantité suffisante ensuite pour l'inscription des variétés. Et donc pour l'instant, ils font ce travail de développement. Et effectivement, on va se poser la question, et je pense que c'est une des discussions qu'on va avoir de manière collégiale, hein, pas forcément qu'au sein du projet, mais avec, je pense, d'autres acteurs, notamment les semenciers et les obtenteurs. Donc, pour plus d'informations. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas de réponse les prochaines années. Ouais, exactement. Il va falloir attendre l'année prochaine. Très bien. Un petit mot d'Arnaud qui dit que oui, l'information est bien présente sur Maïvar sous le terme résistance hernie et il est désolé, son micro ne fonctionne pas. Voilà. Donc, j'arrive au bout des questions qui, pour l'instant, sont posées. Il y a un petit retour. Quelqu'un a eu un devis GVS pour une analyse sur 400 € hors taxe. Voilà. Donc, j'arrive au bout des questions. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes, si vous souhaitez en poser d'autres. Il n'y a pas de souci. On est à l'écoute. Si certains ont des questions après, même en aparté, parce qu'ils n'osent pas, il ne faut pas hésiter après à nous renvoyer un petit message ou nous téléphoner pour échanger, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas d'autres, a priori, pas d'autres questions qui arrivent. Merci à tous pour cette présentation et l'échange qu'on a pu avoir ces dernières minutes. Donc, vous allez recevoir un petit par mail donc le lien de l'enregistrement qui a été fait sur la présentation si vous avez envie d'y revenir. Et puis, bien sûr, on ne peut pas se passer d'une petite enquête de satisfaction. Donc, juste quelques questions, ça sera fait en 1 minute. Donc, merci de bien vouloir y répondre. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ils sont tous